Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Festival Historicité de Genève. Je suis ravi de vous accueillir, je m'appelle Yann Blanc, je suis professeur d'histoire de l'art de la période moderne à l'Université de Genève. Et nous aurons donc aujourd'hui l'occasion de nous entretenir avec Cécile Gilbert qui ne se trouve pas à Genève mais à Paris. Bonjour Cécile Gilbert. Bonjour Yann Blanc. Vous allez bien ? Merci de nous accueillir. Oui. Ravi. Les personnes ravies sont surtout nous de pouvoir vous accueillir aujourd'hui et de pouvoir parler, de nous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui vous a un peu surpris, je crois, lorsque nous vous l'avons proposé, qui a peut-être aussi un peu surpris les membres organisateurs du festival qui est aujourd'hui consacré au voyage, qui est une réflexion croisée, si l'on veut, entre le thème du voyage et un ouvrage que vous avez publié il y a 2 ans, en 2019, collection chez Robert Laffont, collection bouquins, écrit stupéfiant, consacré donc aux drogues et à la littérature d'Homère à Will Self. Je montre le livre à l'écran pour les personnes qui seraient intéressées de le consulter. Et nous aurons aujourd'hui l'occasion de nous entretenir sur ces relations, parfois explicites, directes, parfois plus métaphoriques, entre le thème du voyage et ces différents textes passionnants. Mais avant cela, je propose d'abord de vous présenter, puis de présenter en quelques mots votre livre. Donc Cécile Gilbert, vous êtes romancière et essayiste française, vous avez fait des études de philosophie, de sciences politiques, et vous êtes intéressée à de très nombreux sujets, mais je dirais que les 3 sujets principaux qui vous intéressent, qui continuent de vous intéresser, c'est d'abord le XVIIe et le XVIIIe siècle, à travers des ouvrages consacrés à Saint-Simon, à Laurence Sterne, en 1994 et en 2004. Les figures de la modernité philosophique, artistique, littéraire vous intéressent également. Vous avez notamment travaillé sur Guy Debord en 1996 et Andy Warhol en 2008, et votre propre vie aussi dans un certain nombre de romans, d'essais, et on y reviendra peut-être aussi dans la préface de ce livre, consacré donc à des textes qui sont littéraires, poétiques, dans certains cas aussi historiques, et qui touchent au fond à l'histoire des drogues, ou plus exactement à l'histoire de la description littéraire, poétique, des effets de ces drogues sur un certain nombre d'auteurs, de poètes, de romanciers, parfois célèbres, parfois oubliés, de l'Antiquité à nos jours. Et donc, cette réflexion, finalement, s'intéresse non pas aux drogues en tant que telles, même si vous en faites des descriptions extrêmement précises, je vais y revenir dans un instant, mais plutôt à la façon dont ces drogues interviennent dans une vie artistique, dans une création personnelle. Un mot pour souligner donc qu'on trouve dans ce livre des poèmes, des récits, des romans, des nouvelles, du théâtre, des lettres, des journaux intimes, des essais, des comptes rendus, des textes médicaux, des textes anthropologiques, des textes historiques, donc vraiment un travail d'enquête tout à fait impressionnant. Et une enquête, une myriade de textes qui a pu être classée, dont vous avez proposé un classement en vous fondant sur la classification pharmacologique d'un savant allemand, Louis Lewin, en 4 grandes parties. La première partie de cet ouvrage est consacrée aux Zophorica, donc dans laquelle on trouve l'opium, la morphine, l'héroïne, puis ensuite les Fantastica, cannabis, plantes divinatoires, peyote, mescaline, champignons hallucinogènes et LSD. 3e partie, Inebrientia, donc l'éther, les solvants, plus facile à lire qu'à dire. Et enfin, les Excitantia, à savoir cocaïne, crack, amphétamine, ecstasy, GHB, plutôt partie en tout cas de drogues synthétiques. Et donc on a comme ça une sorte de galerie de portraits de drogue, si j'ose dire, dont vous proposez dans l'introduction de chacune de ces parties des descriptions très précises, descriptions historiques, descriptions sociales, économiques parfois, et évidemment toute une série de textes qui abordent ces différentes drogues, leur consommation, leurs effets, leur sens, parfois leur valeur, presque au sens moral du terme, ou au sens éthique ou esthétique, on va le voir. Et c'est donc un livre absolument passionnant à lire pour comprendre certaines de ces pratiques, pour découvrir des auteurs. Et c'est donc à partir de là que j'aimerais que nous commencions notre conversation. Première question, au fond, comment vous est venue l'idée de ce livre ? Alors l'idée de ce livre me vient souvent comme des idées de livres, puisque j'appartenais au comité éditorial de la collection bouquins et qu'on est amené à trouver des idées de livres. Et en fait, je pense toujours à des livres que j'aimerais posséder dans ma bibliothèque. Et j'avais, puisque je m'intéresse aux drogues depuis mon adolescence, j'avais des anthologies sur le cannabis, sur la cocaïne, mais je m'étais rendu compte qu'il n'existait pas d'anthologie globale.
Alors qu'il me semblait que si l'expérience de la drogue littéraire est quelque chose de récent, en fait le phénomène de la prise de stupéfiants concerne l'aube de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de décalage, c'est une sorte d'invariant anthropologique, puisque tous les peuples, visiblement tout autour de la Terre, ont consommé des drogues souvent à des fins thérapeutiques, ou chamaniques, ou pour des usages sacrés, mais qu'en fait... le phénomène de la littérature de la drogue est assez récent finalement en Occident et dans l'histoire de notre modernité. Ça date de la fin du XVIIIe siècle. Donc je me suis dit qu'il serait fabuleux d'avoir un ouvrage le plus vaste possible sur toutes ces expériences et tous ces textes. J'avais envie d'avoir ce livre, donc je l'ai fait. C'est une très très bonne raison d'écrire un livre pour soi d'abord. Donc une magnifique enquête à la fois personnelle, hein, vous expliquez bien dans la préface au fond votre propre parcours vis-à-vis de certaines de ces drogues, mais aussi un parcours, je dirais, érudit, savant, un parcours curieux au sens que cet adjectif avait au XVIIe siècle, hein, vraiment de volonté de savoir, volonté de comprendre, volonté aussi de découvrir. Une question liée toujours à cette genèse, comment vous avez construit ce texte, comment vous avez retrouvé ces textes qui sont parfois extrêmement rares, je crois même que il vous a fallu entrer dans le secret de certaines alcôves de collectionneurs, je pense notamment à un texte de Pessoa. Comment s'est constituée l'enquête au sens quasi hérodotien du terme? Il y a eu vraiment un travail de recherche assez considérable et dont témoigne aussi une bibliographie très riche. Alors évidemment, je suis partie des ouvrages que je possédais déjà. J'ai un peu fait le point de tout ce que je connaissais, de tous les auteurs qui me venaient spontanément à l'esprit. J'ai commencé à faire des listes. J'ai vu ce que j'avais dans ma bibliothèque. J'ai racheté des livres qui me manquaient. Et puis, pour aller plus loin, il y a eu, disons, deux moyens principaux d'aller plus loin. Le premier qui était prémédité, le deuxième qui a été une merveilleuse surprise. Le premier prémédité, c'est qu'en fait, je me suis procuré un certain nombre d'ouvrages écrits en anglais qui faisaient des sortes d'histoires en fait des rapports de drogue et littérature, qui n'étaient pas des anthologies, hein, qui étaient des ouvrages d'histoire culturelle, disons. Et là, ça fourmillait effectivement de références, et ça me donnait, si vous voulez, un axe chronologique qui me manquait en fait. Donc à partir de ça, j'ai étendu le spectre des références et je me suis procuré le maximum de livres que je pouvais avoir en traduction française ou en anglais, parce qu'en fait, je ne suis capable de lire que l'anglais et le français. Et c'est aussi une interrogation que j'ai eue. J'ai envoyé des amis regarder ce qu'il y avait dans le champ hispanique, par exemple, ou italien, s'il y avait des livres pas traduits, parce que c'était un peu embêtant. Moi, j'avais un fantasme d'exhaustivité et je voulais même citer des livres qui n'étaient pas forcément traduits, mais pour avoir le champ le plus complet possible. Et puis j'avais déjà beaucoup de textes, c'était déjà assez conséquent, quand j'ai rencontré effectivement, un peu par hasard, à l'occasion d'une chronique que j'avais écrite sur ce travail que j'avais en cours, que je mentionnais, un lecteur qui m'a écrit et qui m'a dit « mais moi j'ai une collection de livres là-dessus, je collectionne les livres, je suis un bibliophile qui collectionne les livres sur les drogues depuis mon adolescence, et ça serait dommage que vous rendiez votre travail sans qu'on ait une conversation. » Alors nous avons eu plusieurs longues conversations, et puis un jour, il a proposé de m'aider, de me montrer des textes que je ne connaissais pas. Et il y avait effectivement beaucoup de choses, des choses d'une qualité fantastique, comme ce poème de Pessoa que vous citez, qui n'avait été publié que dans une petite édition marginale qui s'appelle Opium à bord, qui est un poème assez méconnu de Pessoa. Et puis il y avait aussi toute une série d'auteurs que je ne connaissais pas, notamment Théo Varlet, qui était un grand auteur du cannabis, qui a écrit des choses merveilleuses, très intéressantes, qui s'est passionné sur le cannabis un peu comme Magre s'est passionné sur l'opium. Et puis une nouvelle d'Henri de Régnier, et puis différents textes fin de siècle que je ne connaissais pas. Enfin bref, donc il y avait des textes dont j'avais entendu parler, si vous voulez, mais j'avais la flemme d'aller les chercher à la Bibliothèque nationale, parce que d'abord c'était des textes qui étaient souvent pas très très bons littérairement. Mais à partir du moment où j'avais la possibilité de les avoir, je me suis dit que ça serait quand même bien aussi, y compris si les textes sont médiocres, parce qu'il y a des textes de valeur littéraire très très variables évidemment dans cette anthologie. Ça va de l'excellence à la nullité, mais à la nullité, bon, entendons-nous. Et je voulais un peu mettre tous les textes sur la table, parce qu'en fait ce qui m'animait, c'était ce vertige de l'exhaustivité impossible que je poursuivais. Et bon, à un moment il faut s'arrêter parce qu'il faut acheter les droits des textes, etc. Mais bon, je pense qu'il y a quand même un panorama assez complet, puisqu'il y a plus de 300 textes et il y a environ plus de 220 auteurs. Voilà comment ça s'est construit. Merci. Effectivement, c'est assez fascinant, ça donne le vertige. Alors pas un vertige lié à une drogue
que vous citez, mais peut-être à la drogue de la lecture elle-même, qui est la découverte de ces auteurs extrêmement peu connus. Certains, comme on dirait ici en Suisse, on est déçu en bien, c'est-à-dire qu'on découvre des auteurs qui sont fascinants, qui ont des écritures assez magnifiques, et d'ailleurs, très souvent, on comprend que vous les aimez parce que vous leur consacrez une dizaine de pages, tandis que ceux dont on sent que vous les citez davantage comme, je dirais, témoins de certaines pratiques, de certaines questions, les textes sont plus courts, mais il me vient cette question, au fond, pourquoi avoir fait le choix de ne pas se contenter des grands auteurs, de Théophile Gautier, de Pessoa, de Schwab, de Su, etc., qui occupent de nombreuses pages? Pourquoi vous êtes-vous aussi intéressé à ces auteurs dont vous avouez vous-même qu'ils ne sont pas toujours et nécessairement des auteurs d'un grand mérite littéraire? Alors là, je dois faire une remarque un petit peu triviale, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ont très peu de pages citées, et j'aurais adoré avoir beaucoup plus de pages, mais si vous voulez, nous nous heurtons à la question des droits. En fait, la question de la drogue est une question qui a été énormément développée dans la deuxième moitié du XXe siècle, et donc tous ces textes fascinants, tous les textes sur le LSD, tous les textes sur toute une série de drogues modernes, contemporaines, si vous voulez, ne sont pas libres de droits. Il faut acheter des droits très chers. Et donc malheureusement, il y a des textes fantastiques qui sont très courts. En revanche, tout ce qui est dans le domaine public peut être allongé. Donc il faut se méfier de ça. S'il y a des textes très longs, ce n'est pas forcément des textes que je trouve bons, mais c'est des textes qui étaient libres de droit. Voilà, donc pourquoi ne pas garder que les meilleurs? Parce que d'abord, ce qui est intéressant, c'est de montrer la variété énorme de textes, et ça permettait de faire une démonstration interne au livre, c'est-à-dire que sur le plan quantitatif, on voit bien quelles sont les drogues littéraires reines, et on les voit par cet effet de masse. Et cet effet de masse, évidemment, concerne l'opium et le cannabis principalement. On voit que ce sont les drogues reines pour les écrivains. Donc ça permettait de faire ça. Deuxièmement, si je n'avais pris que des auteurs qui sont déjà connus, je pense que ça n'aurait pas intéressé grand monde, parce qu'en fait, tout le monde peut lire Henri Michaud, William Burroughs, Thomas de Quincey, Baudelaire, Théophile Gautier. Donc ça, c'est déjà connu, c'est déjà acquis dans la culture et dans les connaissances que nous avons. Ce qui était vraiment fascinant, c'était de montrer à quel point on pouvait presque construire une histoire parallèle de la littérature, tant le nombre d'auteurs investis dans cette affaire est grand, qu'ils aient été eux-mêmes des consommateurs ou qu'ils aient eu besoin d'introduire cet ingrédient de la drogue dans leur fiction ou dans leur récit. Et l'on voit, lorsque l'on lit votre recueil, que le premier âge d'or, je dirais, de ces relations entre drogue et littérature, c'est le romantisme, avec notamment les textes de Théophile Gautier autour de l'opium, le club des hachichins. Donc il y a un premier aspect, me semble-t-il, important à souligner dans ces relations entre drogue, littérature et voyage. Donc c'est finalement le thème de l'Orient et de l'orientalisme qui semble se joindre ou rencontrer celui finalement de l'opium et de cette culture romantique ouverte vers l'extérieur, ouverte vers la Grèce, ouverte vers la Perse, ouverte vers la Chine et le Japon. C'est un aspect qui occupe une place, me semble-t-il, centrale, en particulier pour les deux drogues dont vous venez de parler, à savoir le hashish et l'opium. Tout à fait. Ce que je pourrais dire, puisqu'on va rentrer vraiment dans le thème du voyage, c'est que c'est un voyage dans le temps, on l'a bien compris, et dans l'espace. Et en fait, toute cette littérature de la drogue est une mise en abîme de voyage à l'intérieur de voyage. Parce qu'en fait, si on a parfois envie, quand on est jeune, de prendre de la drogue parce qu'on a lu des livres, il y a beaucoup j'imagine, de ces auteurs qui ont lu aussi des récits d'explorateurs, qui ont lu des récits de botanistes. Parce qu'avant d'avoir cette expérience littéraire de la drogue, il y a eu tous les récits de voyageurs, et tout ça se déroule dans un environnement qui est évidemment exotique. Alors vous avez parlé à juste titre effectivement de l'Orient. En fait, quand on remonte dans le temps, on s'aperçoit que les premières drogues viennent de l'Inde, et c'est des drogues mythiques comme le soma. On a ces drogues en Grèce qu'on trouve dans Ulysse, qui sont le népenthes, une drogue qui enlève la douleur. Ce sont des substances mystérieuses, on ne sait pas ce qu'elles désignent dans la réalité, si elles désignent du hashish ou si elles désignent de l'opium. Il y a une grande controverse pour savoir si le soma était du hashish ou de l'opium. Gordon Wasson a prétendu de façon assez convaincante que c'était sans doute un champignon hallucinogène, pourquoi pas. Peu importe, à vrai dire. Ce qui est intéressant, c'est cette origine mythique d'une substance qui provoque un certain nombre d'effets. Et
Évidemment, on se trouve tout de suite avec l'opium et le hashish dans une sphère géographique qui est celle du Moyen-Orient, qui est celle de l'Afghanistan, qui est celle de l'Inde, parce qu'avant d'avoir l'espace chinois de l'opium, on a celui du Proche-Orient. Et pour ce qui est des auteurs français, c'est vrai que la conquête de l'Algérie, du Maghreb et tous les voyages au Maroc, en Algérie, d'un certain nombre de romantiques, va favoriser en fait cet imaginaire du cannabis. Mais on pourrait dire de la même façon que tout l'imaginaire lié à toutes ces drogues, ces psychotropes, ce qu'on appelle les fantasticas, qui sont les drogues mexicaines, sud-américaines, il y en a énormément. Il y a quand même la coca, il y a quand même l'ayahuasca, le peyote, les champignons magiques, comme on dit au Mexique. Donc tout cet imaginaire, il va, lui, irriguer par exemple les auteurs américains, parce que géographiquement, ils ont cette proximité que nous n'avons pas en Europe, et donc c'est normal, si vous voulez, qu'on trouve des écrivains qui ont consommé de la mescaline ou du peyote ou des champignons, et surtout en Californie, tous ceux qui viennent de la Californie peuvent facilement aller au Mexique, alors que nous, en Europe, finalement, la prise de la mescaline ou des champignons, elle ne peut se faire que dans un contexte médical, hospitalier. Vous voyez, c'est déjà intéressant de voir aussi ces différents voyages possibles par le territoire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que au final, le Mexique, c'est un peu l'Orient des Américains. C'est-à-dire que c'est à chaque fois un pays il faut sortir de son propre pays pour trouver ces substances. Et donc il y a une sorte, ou en tout cas il faut les faire venir de ce pays si on veut les consommer sur place. D'où ce dont vous parlez à plusieurs reprises, ces fumeries qui sont mises en place en Europe, où l'on va recréer un espace pseudo-oriental, on va créer une petite Asie et dans lesquelles on va se retrouver soit pour socialiser, soit, vous m'avez dit, l'opium est plutôt une drogue, même si l'on est entouré, est plutôt une drogue qui va avoir tendance à renfermer l'opiumane sur lui-même. Ce n'est pas forcément une drogue à partager comme le hashish. Il y a des différences ici de ce point de vue-là. Tout à fait, tout à fait. C'est une drogue qui n'est pas vraiment conviviale, c'est une drogue qui permet le repli sur la vie intérieure. Et quant au hashish, et à vrai dire, je dirais que presque toutes les drogues sont, on le constate dans les textes, en fait, sont des expériences de solitude et sont des expériences qui enferment le sujet sur lui-même. Par contraste, on pourrait dire que les drogues qui ne produisent pas de littérature aujourd'hui, qui sont les drogues collectives, les drogues de la fête, qui sont des drogues chimiques, souvent de la classe des excitantia en fait, des stimulants du système nerveux, sont des drogues collectives, et donc là tout d'un coup, comme par hasard, ça ne produit pas beaucoup de littérature. Donc je pense que la question de la littérature, c'est une question qui est liée évidemment à la solitude et à une forme d'extase et de renfermement du sujet sur l'observation de sa propre jouissance ou de sa propre expérience. Oui, c'est passionnant parce qu'on voit bien que votre travail ne consiste pas simplement à trouver des descriptions, des effets ou des conditions dans lesquelles on se drogue ou on imagine que les gens se droguent, car tous les auteurs que vous citez ne sont pas nécessairement des spécialistes des drogues qu'ils décrivent. Donc c'est aussi un aspect que je trouve intéressant. Il y a un imaginaire aussi dans ces drogues, il y a une altérité qu'on essaie de thématiser. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'aussi il y a une réflexion sur la création littéraire et sur les liens qui peuvent être faits entre la prise d'une drogue et la notion d'inspiration artistique, par exemple. D'ailleurs, dans l'Antiquité grecque, par exemple, il y avait la divination était associée à des prises de stupéfiants qui pouvaient placer l'individu, la pythie, par exemple, dans une sorte d'état second. Et donc, on se retrouve dans cette idée à la fois d'un enfermement, d'un renfermement, ce thème de la double chambre chez Baudelaire, ou ce que dit Jünger lorsqu'il dit, je cite, que chaque drogue porte en elle une formule qui donne accès à certaines chambres et certaines énigmes du monde, et aussi donc un rapport à la transcendance. J'avais une question plus technique, mais qui est liée à ce rapport entre drogue et création artistique, et donc autour de cette question du déplacement aussi, un déplacement en soi-même ou déplacement vers un ailleurs, souvent au-dessus de soi. Est-ce que les textes que vous avez pu recueillir sont des textes qui, dans l'ensemble, ce qui me semble le cas, ont été écrits a posteriori, dans une phase de reconstruction d'une expérience passée mais achevée, ou est-ce qu'il y a certains de ces textes dont on peut penser qu'ils ont été écrits dans l'état second de la drogue elle-même? Est-ce qu'il y a des différences à souligner? Est-ce que vous avez pu détecter des différentes méthodes pour décrire la drogue?
Alors, ce dont j'ai été la première surprise, parce que j'ai fait une découverte en fabriquant cette anthologie, si vous voulez, et c'est ce que m'a permis le classement de Lewin, en fait. Il avait plusieurs avantages, mais celui-là en particulier, c'est de faire surgir quelque chose que j'ignorais sur l'histoire littéraire et sur le genre littéraire, c'est que certaines drogues avaient favorisé certains genres littéraires, en fait. Donc, pour répondre à votre question... si l'opium favorise une sorte de lyrisme poétique, beaucoup de formes de poèmes en vers, un certain nombre de drogues, par exemple comme la morphine, favorisent plutôt des journaux intimes de morphinomanes. Pourquoi ? Parce que les morphinomanes sont angoissés par cette addiction qu'ils sentent à la morphine et qu'ils essayent de décrocher, de se restreindre, ils sont obligés de noter les doses. Et donc il y a beaucoup de journaux de morphinomanes, ça c'est assez frappant. En revanche, pour les drogues dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des drogues qu'on ne trouve pas au coin d'une rue chez un dealer, comme de la mescaline, je pense en Europe, puisqu'aux États-Unis, on peut aller prendre directement le peyote qui sert à faire la mescaline, mais en Europe, quand on veut prendre de la mescaline, en général, il faut s'adresser à des psychiatres ou des médecins, en tout cas dans les années 50. Et pour les prises de LSD, et pour toutes ces choses qu'ont voulu expérimenter Sartre, Michaud, même Walter Benjamin qui a voulu expérimenter un certain nombre de drogues, c'est des sortes de protocoles expérimentaux où l'écriture, si vous voulez, est concomitante à la prise du produit et à l'enregistrement sous forme de notes de ce que produit le psychotrope en question. En revanche, pour tout ce qui est romanesque, et y compris, je pense, même pour des récits autobiographiques du type de celui de Thomas de Quincey, qui est vraiment le texte séminal, qui est à la fois d'une grande beauté, d'une grande puissance et d'une grande véracité, je pense qu'il y a forcément une reconstitution et une création pure littéraire. Je pense que c'est l'effet d'un travail littéraire, parce que, si vous voulez, c'est très difficile de décrire le contenu d'une sensation. Que ça soit une prise de drogue, mais que ça soit d'autres sensations plaisantes ou fortes du point de vue de la sensorialité, comme, je ne sais pas, une expérience gastronomique, une expérience de goût, ou même une expérience sexuelle très forte, c'est toujours très très compliqué de la rendre en littérature, de trouver les mots pour dire ces états qui sont des états de ravissement, au sens où on n'est pas ravi au sens enchanté, mais au sens où on est un peu rapté de sa propre conscience. L'orgasme, toutes ces extases, ces voluptés sont pas forcément faciles à décrire, et surtout en évitant les poncifs et les clichés. Donc il y a vraiment tout un travail qui est une reconstitution a posteriori, et cela expliquerait pourquoi, alors que les pharmacologues nous expliquent qu'il y a un certain nombre d'effets types des drogues, finalement quand on regarde ce qu'en font les écrivains, il y a autant de descriptions d'effets que de subjectivité. On trouve rarement des effets types, sauf sur une certaine drogue qui provoque visiblement qu'on soit indien de la Sierra appartenant à une tribu, ou qu'on soit Henri Michaud, la mescaline provoque des effets types visuels. Mais à part cette drogue qui provoque des effets types visuels, toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes formes, et ça c'est fascinant, toutes les autres drogues en fait produisent des effets qui sont complètement variables en fonction des personnalités, du contexte et forcément du travail littéraire qui les restitue. Oui, on se retrouve finalement confronté à un problème qui a été également thématisé par Diderot au XVIIIe siècle, qui est le paradoxe sur le comédien. Est-ce qu'un comédien doit ressentir les émotions du personnage qu'il incarne, ou est-ce qu'il doit au contraire avoir une distance vis-à-vis de ses émotions, puisqu'il doit mettre en œuvre des techniques qui, elles, nécessitent une rationalisation, une rationalité, un sang-froid. Et c'est aussi la question qui est posée par certains de ces textes, où on se dit, mais au fond, les choix qui sont faits, choix littéraires, choix stylistiques, choix de mots, structure de phrases, etc., est-ce que ce sont des choix? Est-ce que c'est la spontanéité de l'écriture? On a certains textes, je pense par exemple au texte de Michel Bulteau, où il évoque l'héroïne. Il essaie vraiment de mettre en rapport la pratique de l'écriture et la pratique de la prise de l'héroïne. Je cite un passage. « Qui a encore la force d'écrire le moindre livre, monde créé, apporté dans le sang par l'aiguille, comme le poison des fleurs, monstruosité du sang coulant entre des blocs de glace, territoire de l'âme, territoire du pollen en décalage avec celui du corps, le rôle de perceur de veine n'était pas le plus simple. Petit Camée, tu
tu n'es encore pas, heureusement, du côté de la civilisation technique. Ton extase est une fascination pour un monde sans horizon. Les fantômes sont devenus muets, c'est déjà ça. C'est-à-dire vraiment, on retrouve dans ce petit paragraphe beaucoup de thèmes associés à cette drogue, associés à l'écriture. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de textes dans ce recueil où ces auteurs s'interrogent sur leur propre écriture. Parce que la drogue, comme vous l'avez dit, c'est un défi. Un défi à la description, un défi à la restitution des sensations. Et donc, ce sont aussi, d'une certaine manière, des défis à la littérature elle-même, me semble-t-il. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on peut voir que bon, il y a des descriptions de contenu de sensations, mais aussi il y a toute une part, disons, de littérature réflexive. Hein. C'est fascinant de voir, par exemple, à quel point Baudelaire, qui condamne en moraliste l'usage du cannabis, par exemple, écrit des pages éblouissantes sur ce que produit le cannabis, alors qu'il en a très peu pris, qu'il n'aimait pas ça, qu'il ne voulait pas en prendre, qu'il préférait le vin, qu'il préférait prendre en secret du laudanum, etc. Donc, en fait, les capacités réflexives ou littéraires sont évidemment très variables. Et il y a aussi un exemple fascinant, c'est par exemple... je pense que c'est bien de donner des exemples précis. C'est par exemple Edgar Poe, qui est un auteur extraordinaire, qui utilise l'opium comme un ingrédient dans ses fictions fantastiques, mais qui en fait décrit des effets de l'opium qui sont complètement fantaisistes. Mais peu importe, finalement. Il prétend que l'opium va produire tel ou tel effet qui n'existe pas dans la réalité, mais l'opium là sert de conducteur d'un certain nombre d'étrangetés, d'inquiétantes étrangetés, comme dirait Freud. Et par contre-exemple aussi, une inconnue totale qui s'appelle Tola d'Orient, qui devait être une grande bourgeoise du Second Empire, a écrit un rêve d'éther, alors que visiblement elle n'a jamais pris d'éther, et elle raconte des choses mais complètement folles, qui ne sont absolument pas les effets de l'éther, mais c'est très très mauvais littérairement, parce qu'en fait on accumule les clichés. Et il y a beaucoup d'auteurs quand même qui accumulent les clichés, parce qu'il y a ça devient un poncif à certaines époques. Hein. Il y a des drogues qui sont tellement enracinées dans des époques, la morphine fin de siècle, l'opium des coloniaux en Indochine, etc., que ça finit par produire aussi des clichés. Or la littérature, c'est comme disait Martin Amis, c'est faire la guerre aux clichés. Donc on peut vérifier tout ça. D'ailleurs, on retrouve ici finalement une ambivalence qu'on retrouve dans la notion d'orientalisme, où on peut très bien, dans l'orientalisme, fabriquer un orientalisme de pacotille, uniquement fabriqué à partir de lieux communs, de clichés, de poncifs, qui sont finalement des idées au second ou au troisième degré, qu'on a récupérées de troisième ou de quatrième main. Mais il y a une autre forme d'orientalisme, celle que Flaubert, par exemple, a pu défendre, c'est d'aller sur place, de se documenter, de rencontrer, de photographier, de lire, de décrire, pour ensuite restituer une réalité, évidemment pas la réalité objective, mais une réalité vue à travers un tempérament et vue directement à travers un tempérament. Et il me semble que la drogue, c'est aussi cette terra incognita que l'on peut approcher sous l'angle effectivement d'un regard de biais, d'un regard qui n'est finalement qu'une sorte de palimpseste de discours qui se superposent les uns sur les autres, ou bien d'un regard direct qui va chercher à comprendre et à essayer de saisir ces inconnus, ces sensations complexes, etc. Je reviens juste sur... il y a un texte d'Édouard Dubu qui est intéressant parce qu'on retrouve cette écriture réflexive dans les ailes folles. Hein. Tu veux du ciel, toujours du ciel, et les ailes folles, tu voles vers les décevantes idoles d'un Éden artificiel. Je ne veux pas lire tout le poème, mais évidemment, le thème des ailes, de l'envol du génie, on le trouve au XVIIIe siècle sous la plume de d'Alembert. C'est vraiment, là aussi, un poncif en un certain sens. Hein. Le génie, c'est celui qui s'élève au-dessus des mortels. Et c'est une notion qu'on retrouve. Hein. Et donc là, il y a un rapport direct, je dirais, entre le voyage comme voyage intérieur, disons, voyage d'exploration de soi, de recentrement ou de décentrement, et puis d'autre part, le voyage comme je dirais, ascension vers une transcendance qui est aussi peut-être une transcendance artistique. Mais là, on parle beaucoup d'espace. Et j'aimerais aussi parler de temps, parce qu'il me semble que voyager, c'est non seulement parcourir un espace, mais aussi parcourir cet espace en un certain temps. Et il y a une phrase dans votre préface qui m'a beaucoup intéressé, que j'aimerais que vous puissiez éclaircir, en tout cas à mes yeux, qui est la suivante, page 19. « L'amour, l'amitié ou encore la meilleure défense du monde », un certain rapport au temps. Et je précise que temps est avec une majuscule. Alors qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites qu'au fond, l'amour, l'amitié ou la drogue, c'est un certain rapport au temps ?
Mais parce que je pense que c'est précisément des états qui permettent à la fois une dilatation rêveuse dans toutes les dimensions du temps. Pas seulement, on n'est pas arrivé au présent, si vous voulez, on n'est pas attaché au piquet du présent. C'est des conducteurs d'évasion onirique, fantasmatique, et aussi dans le temps, puisque ça peut raviver la mémoire, des souvenirs, une rêverie, et finalement quelque chose qui vous libère. Quand je dis que c'est le meilleur rapport au temps, c'est que si vous voulez, au même titre que quand on lit des choses qui vous passionnent, ou quand on a écrit et qu'on est très inspiré, le temps est aboli finalement. Hein, et c'est pour ça que je dis que cette meilleure défense qui est celle du temps, en fait, c'est quelle serait la meilleure façon de passer le temps, en fait, ou de l'anéantir, c'est sans doute de lire, d'écrire et d'aimer. Moi, en tout cas, c'est ce qui me semble être le nœud de mon existence. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur rapport au temps. En même temps, je suis frappée, il faudrait quand même dire aussi que quand on parle des drogues, en général, quand on parle de l'expérience de toutes ces substances, on a évidemment une notion expérimentale, et tout de suite on rabat ça sur la dimension récréative ou hédoniste de la chose. C'est-à-dire qu'on prendrait des drogues ou pour s'amuser, ou pour s'exciter, ou pour se distraire, etc. Mais en fait, il y a quand même tout un usage des drogues, alors pas de la part des écrivains, parce qu'eux, ils ne sont pas là-dedans, quoique ça a conduit certains à aller vers ce genre de transcendance, comme vous dites, c'est qu'il y a quand même tout un aspect de la ritualité, du chamanisme, de la magie, de tout un usage sacré des drogues dans les civilisations, dont ont été témoins un certain nombre d'Occidentaux qui en parlent. Et puis il y a tout l'usage, si vous voulez, médical, thérapeutique de la drogue. En fait, il est assez rare que, à part sur les drogues psychédéliques proprement dites, mais sur tout ce qui concerne la morphine, l'opium et même le cannabis, il est assez rare que les écrivains se soient jetés là-dedans simplement pour s'amuser à la fin du XVIIIe siècle. En fait, ils étaient tous quasiment malades. Et après, ont développé cette ou dépendance aux produits qui leur a ouvert autre chose, mais il y a aussi toujours cette dimension médicale qui est très importante dans l'histoire des substances. Oui, j'aimerais insister sur cet aspect qui me paraît vraiment très important dans votre recueil. Ça n'est pas qu'un recueil, c'est-à-dire que le choix que vous faites de ces textes, non seulement est argumenté de façon très précise, vous expliquez non seulement comment vous classez ces textes, vous les introduisez à chaque fois par un petit chapeau. Il y a tout un travail aussi de réflexion sur le contenu même, mais il y a aussi dans ce livre, je dirais, vous essayez aussi d'adopter une approche, je dirais, de prendre au sérieux la drogue en général. Il y a même, je dirais, une dimension d'engagement vis-à-vis d'un rapport aux drogues qui pourrait justement être lié au simple divertissement, lié à une forme de légèreté, ou lié à une forme de persécution juridique ou policière. C'est-à-dire qu'il me semble que vous attachez à certaines drogues, en particulier, une valeur édificatrice, une valeur, je dirais, morale au sens ancien du terme, c'est-à-dire un moyen de mieux se connaître, de mieux s'explorer, de s'augmenter. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a vraiment aussi une réflexion chez vous d'une défense de la défense, si j'ose dire, une sorte de promotion, mais vraiment sérieuse, pas légère, pas, je dirais, purement dans le divertissement, une vraie réflexion sur ce que les drogues pourraient apporter à la société, ou plus exactement aux individus qui composent la société. Apport qui pourrait être un apport simplement de fantaisie, de découverte imaginaire, fictionnelle, ce qui est déjà en soi très important. On a peut-être tendance à sous-estimer l'importance de la fiction et de l'évasion de la fiction, mais aussi une dimension épistémique, une connaissance de soi, une connaissance du monde. Il y a un texte que j'ai beaucoup aimé, que vous citez, de Jean-Philippe Demecq, le critique, qui dit « Non, les drogues ne sont pas un autre monde. Non, le monde dans lequel nous vivons n'est pas unique. Non, la réalité au singulier n'existe pas. Non, les drogues ne nous leurrent pas. Oui, l'illusion est plutôt du côté de ce qui prétend à la réalité unique et établie. » Il me semble que vous êtes assez proche de cette idée. C'est-à-dire que, évidemment, la drogue, ça peut être un espace d'illusion, mais ça peut être aussi un espace de vérité. J'ai l'impression que cette question de la vérité, de ce que la vérité peut être apportée par les drogues, est aussi quelque chose qui est important pour vous.
Absolument. C'est-à-dire que bon, je ne me prononce pas, si vous voulez, sur la question de légaliser ou pas les drogues, tous ces débats sociologiques. Et bon, ça, je ne me prononce pas là-dessus. Mais je pense fondamentalement que, d'abord, on ne peut pas dire la drogue. Dire la drogue, si vous voulez, c'est se mettre du côté de tout mettre dans le même sac. Et ce que montre ce livre, c'est que justement, la drogue suppose des nuances, c'est un monde extrêmement complexe, parce que c'est un monde à la fois licite et illicite, c'est un monde qui inflige la mort, mais qui peut ne pas l'infliger en fonction des drogues. Ce qui frappe beaucoup quand on travaille sur ces questions, c'est de voir à quel point le contexte de répression a évolué au fil du temps aussi. Ça aussi, c'est un voyage juridique dans le temps, c'est-à-dire que il y a une tolérance sur tout un certain nombre de produits jusqu'à une période très avancée. Et puis, il arrive un moment où, effectivement, on différencie les interdictions, et puis des nouvelles drogues surgissent, et puis on en sait plus sur elles. Et puis, tout d'un coup, le politique s'en mêle de façon massive. Et tout d'un coup, à partir des années 70 du XXe siècle, on décide que il y a la drogue, c'est mal, et qu'il faut tout mettre dans le même sac. Moi, je ne suis pas loin de penser que la prise d'un certain nombre de produits, de substances psychotropes, devrait faire partie des droits de l'homme. C'est un peu une provocation, mais quand je dis ça, c'est que vraiment je fais allusion à ce que vous dites dans votre question, à savoir que les produits, un certain nombre de drogues psychédéliques, des fantastica, alors ça concerne le cannabis, mais je pense aussi surtout aux champignons, à l'ayahuasca, à l'iboga, qui est un petit arbuste africain, qui est une plante qui sert pour le culte des ancêtres au Gabon, au Cameroun. Tous ces genres de plantes psychédéliques qui ont servi à des usages sacrés et qui, visiblement, ouvrent à des pans de la conscience inconnue. Ce sont des drogues qui ne provoquent aucune accoutumance physique. Ce sont des drogues qui ne sont pas susceptibles de provoquer des overdoses. Au pire, ça va vous provoquer des vomissements ou des nausées, mais bon, parce que vous en aurez trop pris. Mais si vous voulez... En fait, le poison, c'est toujours une question de dosage, évidemment. Mais prenons toutes ces drogues qui ne provoquent pas d'accoutumance et qui ne sont pas susceptibles de provoquer des overdoses, simplement des voyages, des trips, comme on dit dans le vocabulaire des usagers. Ces drogues-là, si vous n'en prenez pas, vous ne saurez jamais de quoi est capable votre esprit, votre conscience et tout ce que vous pouvez éprouver. C'est ce que dit Shulgin quand il dit c'est comme si on était devant une bibliothèque. Il y a des drogues il y a des livres qui sont situés tout en haut de la bibliothèque. Vous vous contentez avec votre entendement, votre appareil sensoriel, d'avoir un certain nombre de choses qui sont facilement accessibles. Bon, vous pouvez boire de l'alcool, évidemment. Vous pouvez, et puis vous avez tout ce que permet votre corps sain, entre guillemets, et c'est comme si vous prenez des livres facilement consultables que vous connaissez par cœur, et vous avez un usage de la réalité et du monde qui est lié à tout ça, et puis vous pouvez aller chercher sur l'étagère du haut quelque chose qui ne sera pas évident, il faut un peu faire un petit effort pour aller l'atteindre, et là vous allez découvrir autre chose. Donc ça, je pense que c'est passionnant. Alors certains ont cru, par exemple Aldous Huxley, Allen Ginsberg, qui étaient une sorte d'idéalistes de la substance psychotrope. Ils ont cru que et même Jacques Kerouac l'a dit, c'est-à-dire que si tout le monde sur Terre avait expérimenté une fois la mescaline, on pourrait instaurer la paix sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'utopies sociales qui sont liées à cette histoire que si on élargissait notre champ de conscience, si on ouvrait les portes de la perception, on aurait un rapport au monde différent, peut-être moins violent, moins compétitif, plus fraternel. Alors ça, je trouve ça assez fascinant, mais c'est vrai que c'est des utopies qui ont complètement disparu, qui sont vraiment très localisées dans l'histoire, et je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui, il existe ce type de réflexion. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de réfléchir à ça, et de se dire que la drogue, effectivement, permettrait peut-être à l'humanité de faire un saut dans sa propre histoire et dans ses propres conditions réflexes, si vous voulez, au même titre que aujourd'hui, il y a des débats sur toutes les dominations du passé. On voit bien qu'on revoit toute l'histoire culturelle et toute l'histoire de l'humanité à l'aube du prisme de la domination masculine, des races sur les autres, des sexes sur les autres, etc., ou même de l'homme sur la nature.
Donc tout ce prisme de la domination, bon, on voit bien qu'on remet en cause toute cette histoire aujourd'hui, et c'est pour ça que ça produit tellement de chocs et de frottements et de remise en cause. Mais on pourrait aussi, après tout, revoir l'histoire à l'aube de cette interdiction progressive et globale des substances stupéfiantes. Oui, je trouve que finalement, le point de vue que dont vous proposez la promotion, il n'est pas si, je dirais, il n'est pas si isolé. Et on en a discuté lorsqu'on a préparé cet entretien. Il m'a fait penser, dans cette idée selon laquelle certaines drogues peuvent participer à une forme de libération de soi, à un texte d'un auteur dont qu'on ne peut pas suspecter d'être un auteur guilleret, léger, qui est Sénèque, le stoïcien, le philosophe de l'ataraxie, de la tranquillité de l'âme, du contrôle de soi. Et qu'est-ce qu'il dit dans la tranquillité de l'âme, à la dernière page, pour finir son traité? Je cite, alors il ne parle pas de mescaline, mais c'est tout comme: il faut ménager notre esprit et lui accorder de temps à autre un répit qui fera sur lui l'effet d'un aliment réparateur. Il faut également se promener en pleine campagne, car le ciel libre et le grand air stimulent et avivent l'âme. C'est un peu cruel de lire ça en ce moment. Quelquefois un déplacement, un voyage, un changement d'horizon lui donneront une vigueur nouvelle, ou encore un bon repas, avec un peu plus de boisson que de coutume. On peut même pousser à l'occasion, c'est Sénèque, c'est pas Épicure, on peut même pousser à l'occasion jusqu'à l'ivresse, en lui demandant non pas l'abrutissement, mais le calme, car elle dissipe les soucis, modifie totalement l'état de l'âme, et guérit la tristesse comme elle guérit certaines maladies. On retrouve cette problématique de la thérapeutique. L'inventeur du vin n'a pas été appelé libère parce qu'il délie la langue, mais bien parce qu'il délivre l'âme des soucis qui la servissent, la relève, la tonifie, la dispose à toutes les audaces. Il faut pourtant, par moments, arracher l'âme à elle-même, la rendre exultante et libre, et écarter quelque temps l'austère sobriété. Donc c'est Sénèque qui parle dans un traité consacré à la tranquillité de l'âme. Il me semble que l'on retrouve vraiment une grande partie des thèmes qu'on a évoqués dans cet entretien, le thème du déplacement, le thème de l'arrachement de soi, le décentrement, le recentrement, cette problématique de l'articulation entre l'âme et le corps, cette question de la découverte de soi, et cette question de la liberté finalement, puisque, et c'est aussi un élément que je trouve vraiment intéressant dans votre travail, dans les textes que vous convoquez, on voit bien que dans certains cas, notamment pour la morphine, me semble-t-il, ça peut être, certaines de ces drogues peuvent avoir une valeur asservissante, notamment lorsqu'on devient dépendant, et là on devient vraiment l'objet de la drogue. Et effectivement, les journaux que l'on tient sont des manières de tenir, d'essayer de se contrôler par l'écriture, à défaut de pouvoir se contrôler par les prises. Mais on voit aussi que certaines de ces drogues peuvent être des instruments de libération de soi, où cette fois-ci la drogue est l'objet. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir contrôler et qu'on va pouvoir instrumentaliser à des fins d'édification personnelle. Il me semble que cette question de la liberté, de la libération, est aussi un thème central dans votre livre. Oui, tout à fait. La prise de drogue, mais au même titre que la quête de l'ivresse, l'aventure, c'est le champ privilégié de la liberté individuelle. Et en fait, on s'aperçoit que, hormis quelques cas dans l'histoire où on pouvait prendre facilement du laudanum parce que ça s'achetait en pharmacie comme on achetait de l'éther quand j'étais jeune, si vous voulez. À part ça, il y a quand même toujours un espace de transgression aussi. Il y a toujours un espace de transgression à dépasser. Et c'est ce qu'on voit très bien avec la drogue. Et j'aime bien que vous terminiez avec Sénèque, parce que finalement, cette question de l'ivresse, on n'en a pas tellement parlé, mais en fait, il s'agit de ça, de l'ivresse. Mais en fait, ce qui est intéressant dans l'ivresse, c'est l'ivresse elle-même. C'est pas du tout l'ivresse de tel ou tel produit. On retombe sur Baudelaire, quoi. Enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu, peu importe, mais enivrez-vous. Et là, effectivement, l'être humain peut donner effectivement une mesure de sa liberté. Merci beaucoup. Avant de passer aux quelques questions que le public aurait pu formuler dans le cadre du chat, où il n'y a pas de questions, finalement il n'y a pas de questions, donc je pense que j'avais quand même une question ou deux questions pour terminer, qui sont plus des questions anecdotiques, mais on a évoqué à l'instant le vin, l'alcool, on pourrait penser au tabac, donc il y a ces deux drogues qui ne font pas partie du livre. Est-ce que c'est pour des raisons, je dirais, de quantité de texte, ou est-ce que les questions sont un peu différentes ? Quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à ne pas les intégrer véritablement dans le recueil ?
Bon, c'est vrai que dans la partie Inebrientia, si vous voulez, n'aurait pas dû figurer dans ce recueil, mais bon, l'éther et les solvants ont quand même donné lieu à toute une série de textes fascinants, notamment des poètes du grand jeu, de métaphysique expérimentale, etc. Donc il y a eu des textes tellement fascinants sur l'éther et les solvants qu'il fallait que je la mette. Mais en même temps, j'ai pas voulu mettre l'alcool, parce que l'alcool, certes, il y a eu de nombreux débats depuis toujours pour savoir si finalement l'alcool n'est pas plus dangereux que le hashish, et après tout, si même le tabagisme aussi était un grave fléau. Il y avait sans arrêt des débats comme ça au début du XXe siècle, dans les années 20. Tous ceux qui défendent l'opium disent que l'opium, c'est finalement une drogue extrêmement noble et merveilleuse, alors que le peuple s'abrutit d'alcool, et que ça, on n'en dit rien, on laisse tout le monde s'enivrer, et que ça crée des dégâts sur la santé énormes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a des dégâts énormes sur la santé à cause du tabac ou de l'alcool. Bon. Mais ceci étant, d'abord, il n'y a pas d'énormément de textes. Je ne connais pas énormément de textes qui décrivent l'ivresse, et je me suis dit que si quelqu'un voulait faire un magnifique volume sur le vin et l'alcool, il y avait sans doute de quoi faire. Alors, pas forcément sur des effets d'ivresse, mais sur la beauté et sur tout ce que l'imaginaire du vin. Et je pense que ça devrait faire l'objet d'un volume séparé. Quant au tabac, si vous voulez, je connais je connais quasiment pas de texte vraiment sur parce que finalement, ce sont des plaisirs tellement ordinaires qu'ils n'ont pas fait l'objet forcément de littérature. Mais pour revenir sur cette question, un auteur comme Witkiewicz, grand auteur polonais qui a expérimenté quasiment toutes les drogues, et qui a écrit un livre fascinant là-dessus, disait, lui, qu'il n'avait rien connu de plus abrutissant, alors qu'il a pris de la morphine, de la mescaline, de la cocaïne beaucoup, etc. Il disait qu'il ne trouvait rien de plus abrutissant que le tabac, et que pour lui, le tabac était la pire des drogues. Donc bon, vous voyez, c'est très relatif, et c'est vrai que ça mérite... mais il n'y a pas forcément de matière littéraire, en fait. Merci beaucoup. Je vais me permettre de conclure la discussion en lisant quelques vers de Pessoa avec lesquels on a commencé cette discussion, parce que ce sont des vers absolument magnifiques et parce qu'ils thématisent très clairement cette question du rapport entre drogue et voyage. Je prendrai ici quelques vers d'Opium à bord, pour les personnes qui sont intéressées, qui ont le livre de Cécile, c'est la page 260 et 261. C'est de l'opium avant tout que mon âme est malade, ressentir la vie vous étiole et rend convalescent. Moi, je m'en vais chercher dans l'opium qui console un Orient à l'Orient de l'Orient. Cette vie du bord va finir par me tuer. Ce sont des jours où je n'ai que fièvre dans la tête, et j'ai beau chercher à m'en rendre malade, j'ai perdu le ressort qui pourrait m'ajuster. Et un peu plus loin, toujours cette thématique, cette métaphore filée du voyage, et du voyage en bateau d'ailleurs. C'est un voyage en bateau, il parle des mâles, il parle de l'océan, etc. Me voici expiant dans une malle un crime qu'un mien aïeul commis avec raffinement. J'ai les nerfs à l'estrapade, liés par vin, et j'ai chuté dans l'opium comme dans un ravin. Sous l'amorti martèlement de la morphine, je me perds en transparence palpitante, et dans une nuit constellée de brillants, se lève la lune pareille à mon destin. Moi qui toujours fus un cancre, maintenant je me contente de voir le navire qui va le long du canal de Suez et conduit ma vie camphre dans l'aurore. Cécile Guilbert, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'était une discussion passionnante. J'espère qu'elle a aussi passionné nos auditrices et nos auditeurs. Je sais qu'il n'y a pas de questions du public, mais j'imagine que le public pourra, s'il a des questions ou s'il souhaite avoir des réponses, consulter votre livre Écrits stupéfiants, paru en 2019, qui reste vraiment un ouvrage absolument fascinant. Je sais que vous êtes sur d'autres chemins à présent d'écriture. Vous avez publié, je crois, assez récemment un recueil d'articles dans le journal La Croix, me semble-t-il, où vous faites aussi briller votre esprit critique, corrosif, délicat, nuancé sur de nombreux auteurs, sur des faits de société, etc. Donc j'invite aussi les lectrices et les lecteurs à pouvoir se le procurer, parce que c'est absolument magique. Je l'ai acheté la semaine dernière, et il y a vraiment les textes sur Houellebecq est assez drôle, je dois dire, et ça change un peu de certaines façons dont on aborde l'écrivain. Et j'invite évidemment les personnes qui sont intéressées à pouvoir lire ce livre. En attendant, je vous remercie une nouvelle fois, en m'excusant de ne pas pouvoir vous avoir accueilli à Genève, mais je suis sûr que ce n'est qu'une partie remise. Merci beaucoup. Absolument. Merci à vous. Et bonne fin de journée. Vous de même. Merci.